encore plus près. Je vais essayer de vous apporter un petit peu quelque chose, mais d'abord, je suis obligé de vous dire que vous m'avez sûrement déjà plus apporté que vous ne le pensez, parce que votre expérience, la rencontre avec Bernard et l'association de la Franche-Comté m'ont sûrement beaucoup plus appris dans mon métier que certaines choses. En tout cas, m'ont montré certaines directions qui étaient importantes de prendre dans une société qui a facilement l'envie d'aller à l'injonction, l'obligation, les courriers administratifs avec menaces. Ici, non. On a découvert un nouveau monde, on est bien. Vraiment, j'entendais parler de la fête de hier soir. Oui, l'ambiance reste constante, ça se dégrade pas vers la violence, il n'y a pas de problème. On a un monde qui est quand même pas mal, sans consommation. Et vous avez envie, et je commence à savoir modestement qu'il faut que j'aille aussi dans cette direction, l'envie d'inviter les autres dans ce monde. C'est plutôt une invitation qu'une injonction, mais je crois que c'est déjà une chose importante. Deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on a besoin d'apprendre des choses dans la vie, on a besoin de savoir des choses dans la vie. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, on est obligé de faire, souvent sur un pari, sur une envie qu'on a de le faire sans savoir vraiment si les résultats sont à la hauteur de nos espérances. Je crois que la vie extérieure que je peux vous donner sur ce qu'on sait de la Croix-Bleue, bien avant d'être professionnel d'addictologie, c'est que vous faites un bon travail et que c'est déjà utile. Maintenant, à vous donner mon avis de professionnel de l'addictologie, d'une certaine façon, vous êtes indispensable et vous faites quelque chose que nous ne pourrons jamais faire. Vous êtes dans une durée où nous, on n'existe pas. Il faut continuer ce travail et il faut le faire. Mais je crois que ce n'est pas un conseil à vous donner, parce que ce qui m'a beaucoup plu dans votre rencontre, c'est la rencontre avec quelqu'un dont je ne me souviens même plus du nom d'ailleurs, ça fait longtemps, qui m'a dit un jour j'étais dans les ennuis, j'étais dans la catastrophe, j'étais pas loin de ma faillite totale personnelle, et à cause des consommations bien sûr. Il y a quelqu'un qui m'a aidé, quelqu'un de la Croix-Bleue qui m'a aidé, et je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire pour te remercier. Et il m'a dit rien, mais redonne ce que je t'ai donné à d'autres qui en ont besoin. Cette espèce de chaîne d'entraide et de solidarité, je crois que vous pouvez la mettre sur vos prospectus, surtout sur votre opinion de vous-même, parce qu'il faut vous en féliciter. Bon, maintenant, on est quand même là pour parler pour fêter un anniversaire, 140 ans. C'est pas rien, hein. C'est déjà une vieille dame. Alors on va faire un petit peu d'histoire, pas l'histoire de la Croix-Bleue, puisqu'elle est résumée un petit peu dans votre programme. On va aller un peu plus loin. En réfléchissant à vous dire quelque chose, je me suis intéressé aux travaux d'une chercheuse à l'INSERM qui fait une thèse sur les produits toxiques et les consommations et les chemins de l'addiction de l'homme des cavernes. Et oui, ils avaient déjà trouvé des trucs qui rendaient un peu heureux, et puis d'après ces grandes études, cette dame qui m'a l'air très sérieuse, son carbone 14 et tout ça, ben, ça avait déjà été à l'origine d'addiction, de dépendance et de difficulté à avoir une vie tout à fait acceptable. Si on commence comme ça, on n'est pas en 1883 tout de suite. Hein. On va se faire un petit saut quand même dans l'histoire, et on va parler de... Je ne le connaissais pas non plus avant, ce Pascasius Justus, mais en 1565, il a écrit un traité sur le jeu, et il a commencé à parler, sans dire les mots, mais il a parlé d'addiction et de dépendance. Et il a dit quand même que ça pouvait appartenir un petit peu à la médecine, que ce n'était pas justement la propriété unique de la morale et de la religion. On avance, on va au XVIIIe siècle, et là, il y a plein de choses, mais il y a un Américain, Benjamin Rush, qui a parlé
l'abus des spiritueux et de l'ivrognerie. On était à l'ivrognerie, puis ces ivrognes qui étaient comment je veux dire, dans la société, qui étaient un petit peu endormis dans leur coin, qui gênaient pas grand monde, même les autres drogues qui étaient l'opium qui était très peu répandu, qui touchait quelques poètes, enfin, pas vraiment grand chose de considéré comme grave par la société. Après, on est quand même arrivé à des traitements, d'abord par la parole, essentiellement d'ailleurs. Je cite Philippe Pinel, puisque c'est le nom d'un de nos services dans notre établissement, qui est à l'origine un petit peu des thérapeutiques cognitives. Allez, on avance. 1872, un petit peu avant, il y a eu... On avait l'habitude de les casser la figure aux Allemands tous les 20-30 ans, comme ça, pour se défouler. On y allait en 1870, très courageusement d'ailleurs. Enfin, on s'est quand même pris une bonne raclée, là, ce coup-là. Hein. On a laissé un paquet. Et il y a des médecins militaires de l'époque qui ont dit quand même, les soldats allemands, ils sont moins bourrés que les Français, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'on a perdu un peu la guerre. Bon, pas uniquement pour ça, hein, bien sûr, mais ça a quand même sûrement bien participé à la défaite de notre pauvre Napoléon III. Alors, ce qu'il en est résulté, ben, c'est la Société française de tempérance qui s'est créée un petit peu avant, en 1872. Et puis, en 1873, les premières lois anti-alcooliques. Parce qu'avant, il n'y avait pas de loi, hein. Il n'y avait rien qui autorisait, qui interdisait ou qui essayait de réguler comment je vais dire, cette consommation. Bon, j'ai sauté des étapes, hein. Je n'ai pas parlé de Dionysos Bacchus, c'est dommage, hein, cette petite odeur du vin grec résiné, bon, on y échappe, on n'en parlera pas ceci. Et puis on arrive donc à 1883, et là je vous renvoie au petit domaine. Oh, c'est un petit peu... Tout ça pour montrer que le problème est quand même plus ancien, et pour aussi, au lieu de faire de la Croix Bleue cette vieille dame que j'ai annoncée en introduction, finalement c'est encore une très jeune fille, hein, par rapport au grand temps de l'histoire qu'on vient de parcourir. Il y a encore du travail, d'accord, il y a encore des choses à faire, mais c'est bien. Certains d'entre vous, ou peut-être tous, je ne sais pas, vous avez visité le musée Peugeot hier, hein, vous avez vu les belles voitures qu'on faisait en Franche-Comté. Et bien, les premières voitures, c'est 1900. Ça fait 1923 ans, c'est plus jeune que la Croix Bleue aussi. Enfin, c'est moins ancien, c'est pas plus jeune, parce que je pense que la Croix Bleue a encore des longues années à vivre. Bon, après cette petite introduction, je voulais vous parler un petit peu des autres produits, parce que on est en France, en Franche-Comté, la Croix Bleue, c'est vrai qu'on on parle beaucoup d'alcool. Et puis on a bien raison, parce que c'est une des drogues les plus, pas dangereuses, mais les plus, comment je veux dire, qui font le plus de dégâts en France, hein, en nombre. Parce que déjà, pourquoi? Parce que c'est traditionnel, parce que ça fait moins peur. Je suis en train de réfléchir, de savoir s'il faut faire peur avec les drogues. Je ne suis pas convaincu, mais quand même, plus les drogues font peur, moins elles sont utilisées. Vous avez peut-être entendu parler des nouvelles drogues qui sortent, genre crocodile et tout ça. Ça s'appelle crocodile parce que la peau devient comme des écailles, et puis elle finit par tomber, et puis en 6 mois, les gens meurent comme ça sans qu'il y ait vraiment de solution. Alors que c'est une drogue qui est très addictive. Je ne conseille pas d'essayer, mais il paraît qu'il n'y a pas mieux pour planer, que c'est le top des tops du bien-être de la vie. Enfin, ça se finit très vite après. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas, cherchez sur Internet, mais cherchez le matin, parce que le soir, ça empêche de dormir, toutes ces photos, toutes ces horreurs qu'on voit. Donc, oui, l'alcool, c'est quand même à peu près 10% de la population, 7 millions
de consommateurs en France, ça fait quand même beaucoup par rapport aux 300 000 consommateurs d'héroïne. Ça fait quand même 43 000 morts, plus de 40 000, parce que les statistiques sont en France tous les ans, c'est quand même pas rien. Hein, donc, rassurez-vous, il y a du travail encore. Oui, arrive après, bon, bien sûr, l'héroïne, parce que c'est ce qui est arrivé, et ça, c'est dangereux. Vous connaissez 100 personnes, vous les convoquez 5 ans plus tard, il n'y en a plus que 50 de vivantes. Ah, ça fait réfléchir. Vous passez sur une terrasse, à côté d'une terrasse de café en ville, vous voyez quelqu'un qui boit une bière, bon, vous êtes comme moi, vous dites, oh, il y aurait peut-être bien autre chose à boire, mais enfin, on n'est ni choqué, ni scandalisé. Hein. Alors que si on voit quelqu'un qui est en train de se préparer sa petite dose d'héroïne, tout ça, bah, ça nous choque encore. Puis je pense qu'il y en a certains qui appelleraient la police pour faire ça, finir l'événement. Il y a des... Je vais noter des chiffres. C'est des chiffres en dollars. 68 milliards. C'est plus le nombre de zéros qu'il faut mettre. 68 milliards que ça coûte l'héroïne en soins, en perte pour la société. C'est quand même pas rien. Arrive bien sûr maintenant la cocaïne. La cocaïne qui est produite en Amérique du Sud. J'écoutais une émission il n'y a pas longtemps qui disait que dans les ports d'Anvers, d'Amsterdam, on arrive à peine à contrôler 1% et quelques des conteneurs qui arrivent là. La plupart des conteneurs, ils sont pleins de 95% de bananes et d'autres produits commerciaux qu'on peut... Et puis il y a des petits sacs cachés. Ça arrive en France d'une façon assez étonnante. C'est souvent mal coupé, celle qu'on trouve ici est assez désastreuse. Enfin, ça existe bien. Dans ces produits, il y a des variations, il y en a qui sont plus dangereux que d'autres, plus rapidement. Enfin, globalement, c'est pareil, c'est toujours une fuite d'une réalité vers autre chose. Il y a des choses que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui sont le temps d'accroche. L'alcool et le cannabis, qui est peut-être aussi un des produits dont il faut parler en ce moment, ont des accroches très lentes. Vous avez des gens qui consomment un verre tous les ans, à leur anniversaire, un nouvel an, tout ça, ils ne sont pas malades, ils n'ont pas l'impression de faire des dégâts, et ils ne sont sûrement pas dépendants aux produits, pas tomber dans ce piège encore. Et il y en a beaucoup, c'est que c'est pas 10% des Français, là, c'est 80%, peut-être même plus. Donc, on s'en méfie moins aussi, hein, parce que les vieilles formules, l'alcool, tu l'en prends, tout le monde connaît, hein, mais ça tue quand même. Le cannabis aussi, c'est pas très rapide. Il y a des gens qui fument leurs petits joints tranquillement, et puis une fois par mois, une fois par semaine, puis ça se passe pas trop mal. Du moins le croit-il. Puis les accroches rapides, ben, c'est le tabac et l'héroïne. Donc il faut s'en méfier. C'est là où c'est le plus difficile. Alors pour l'héroïne, de protéger les... Non, c'est pas une cigarette qui a fait éclater le ballon, mais... Vous avez vu comme c'est quand même rapide. Hein. Ouais, je voulais dire un petit mot du cannabis, parce que, bon, comme moi, je vois dans la salle qu'il y a, pas forcément comme moi, des 68 ans attardés, mais des gens qui ont quand même connu cette époque, et ben, la bonne herbe, la bonne marijuana, ça faisait partie du folklore, ça faisait partie des films comme Air, comme tout ça, et c'est bien. Et puis personne n'y prêtait beaucoup d'attention. On voyait quand même bien qu'il y avait des petits problèmes qui arrivaient et qui ne sont pas encore assez signalés, je pense. Non,
je vous dirais, j'ai même été à une conférence il n'y a pas longtemps qui m'a encore apporté des nouvelles informations que je souhaite vous communiquer. On était un petit peu dans l'idée que, vous connaissez peut-être enfin, on dépend un peu de la psychiatrie, nous, et donc on est confronté de temps en temps à une maladie qu'on appelle la schizophrénie, qui est une psychose qui est assez inquiétante et qui est difficile j'allais dire à guérir, je vais dire plus modestement à soigner. Et dont le pronostic est difficile, et on disait, bon, il y a beaucoup plus de cannabis sur le marché, il n'y a pas beaucoup plus de schizophrénie. Et les dernières études qui viennent de sortir, il y a un article assez intéressant, ceux qui ont l'occasion de lire, qui est sorti dans Le Monde, tout simplement, qui fait la synthèse de tout ce qui a été fait ces temps derniers, il y a quoi, il y a 8-10 jours. Et dans cet article, les grandes conclusions, c'est qu'il y a 3 fois plus de schizophrénie et que ces 3 fois plus se retrouvent davantage dans les régions et dans les pays où le cannabis est consommé de façon plus importante. Donc la psychose cannabinoïde, elle existe bien, elle est réelle, et si on arrivait à supprimer ce cannabis, on pourrait supprimer 2/3 de ces maladies psychiatriques en France. Je vois dans votre dossier de presse, que je le savais déjà, que vous êtes très attaché à l'accompagnement familial, à des choses comme ça, et je peux vous dire que nos consommateurs, ils en ont besoin. Mais les familles de schizophrènes, ils ont besoin d'aide aussi, ils sont désemparés, ils sont souvent perdus, et c'est des situations difficiles. Donc le message de cet article et de ce que je pense pouvoir transmettre aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment oublier le mot drogue douce. Il n'y a pas de drogue douce. Les drogues, c'est une façon de fuir la réalité. Fuir une réalité, fuir un problème, c'est jamais le résoudre. Et c'est toujours, oui, l'aggraver. En plus, le cannabis, bon, si vous voulez, c'est pas un truc qui développe le cerveau, quoi qu'on en pense. Et même si ça se voit pas, il y a beaucoup de gens qui ont, sans avoir des maladies type Alzheimer vraies et tout ça, il y a des performances quand même intellectuelles et cognitives qui diminuent et qui vont certainement entraver la société beaucoup plus que d'autres produits. D'ailleurs, à propos de ces trucs-là, je le redis quand même, je l'ai oublié dans l'historique, ce bon Sergueï Sergueïevitch Korsakov, c'est un médecin de l'époque. Et ça, je vous en parle parce que j'aime bien son prénom, mais surtout, c'est quand même une maladie qui est plus terrible qu'Alzheimer et qui est quand même des conséquences de l'alcool, parce qu'on dit toujours l'alcool tue, oui, bon, ne pas presser, ça tue lentement. Mais le Korsakov, ça arrive, les choses comme ça arrive, donc soyons prudents. Alors, on n'est pas là pour parler que des malheurs et que des dangers produits par l'alcool, bien que je peux en parler de drogue. Je pense quand même qu'il faut en parler, parce que plus on en est convaincu, plus on va arriver à s'en débarrasser, parce que c'est d'abord un piège, l'alcool. On a dit c'est pas la morale, c'est pas toujours la volonté. Je suis un petit peu d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas de drogués heureux, drogués à l'alcool. C'est pas des gens qui sont des gens qui prennent le plaisir à la société, qui en profitent. C'est des gens qui sont tombés dans un piège et qui en souffrent. Et je crois que vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes en plein là-dedans, d'essayer de sortir des gens du piège, et qui malheureusement des fois y retombent. Donc Bernard m'avait demandé de parler un petit peu de ce qu'on pouvait dire sur la rechute. Oui, la rechute, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui ont fait une cure, qui bénéficient d'un suivi à la Croix-Bleue ou ailleurs, et qui vont bien, et puis une rechute. Pourquoi ces rechutes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces rechutes?
parfois des rechutes. Quand on voit, ça nous arrive de voir des gens qui reviennent pour la deuxième, la troisième fois dans une cure, sans parler de Philippe Labro, ce journaliste d'Antenne 3, je crois, qui a écrit un bouquin, tombé 7 fois, relevé 8 fois, si je ne me trompe pas dans les chiffres du titre, comme chaque fois. Les gens qui reviennent une deuxième fois, on leur demande mais pourquoi vous avez rechuté souvent? Et je pense que c'est ça l'erreur. Ils disent parce que j'ai eu un gros souci dans ma vie, j'ai eu un deuil, on m'a abandonné, ou bien je suis tout le temps tout seul chez moi, et, je bois un coup, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous partagerez, là je sors du scientifique pour venir dans mon opinion personnelle, mais je pense que c'est pas ça la vérité. Vous avez eu un deuil, c'est triste. Est-ce que la consommation va ressusciter la personne? On vous a abandonné. C'est triste. Est-ce que le fait de devenir, de replonger dans le piège de l'alcoolisme ou d'autres choses, ça va reconstituer votre relation perdue? Certainement pas. D'autant plus que la relation, souvent, elle a été abîmée par les consommations et par les dégâts que ça fait. Donc c'est pas la conséquence, c'est la cause. La vraie cause, à mon avis, c'est qu'on a dans la tête l'idée que voilà un bon produit, quand je vais, enfin pas celui-là, l'autre dont on parle, un bon produit qui, quand je vais pas bien, eh ben je vais mieux. Pourquoi? Parce que je consomme un peu d'alcool, ou un peu trop d'alcool. Je me rends quand même bien compte que ça donne un petit plaisir, mais quand même je suis moins bien. Ma vie est moins bien, je suis moins performant au boulot. Quand tout va bien, j'ai encore gardé des liens familiaux et amicaux, mais souvent il y a quand même des gens qui commencent à dire on n'a plus envie de le voir celui-là, hein. On ne vient plus le voir. Quand c'est pas tout simplement les parents qui disent on ne supporte plus, quand c'est pas les enfants qui disent moi je ne veux plus causer à cette personne-là tant qu'elle est dans la consommation. Donc on commence à voir tout doucement qu'on n'est pas très bien. Alors on arrête. Ah oui, on arrête, on n'est pas bien. Sauf que quand on arrête, eh ben on a encore plus mal. Eh oui, pas définitivement, mais quand on commence à arrêter comme ça, il y a ce qu'on appelle le syndrome de manque. Et le syndrome de manque, c'est ce qui arrive, vous savez mieux que moi, c'est ce qui arrive quand on arrête les produits addictifs. Hein. Parce que, effectivement, donc comme on n'est pas bien, si j'étais pas bien avant, mais je suis encore plus mal, eh ben je reprends un coup. Et alors là, miracle, vous avez un produit qui, quand vous n'êtes pas bien, vous remet tout de suite en forme comme vous aimeriez être, mais au moins aussi mal que vous étiez avant. Et ça, on l'a fait des fois, plusieurs fois. Je dirais même on le fait presque tous les soirs. On arrête tous les matins, le soir on arrête, et le matin, ça trop bien. On n'arrive plus à mettre les clés du contact dans la voiture, on tremble un peu, on a de la tremble. Alors hop, on boit un coup, puis ça va tout de suite. Il y a un bon produit, et vous, mesdames, messieurs de la Croix-Bleue, vous êtes les méchants, comme moi aussi. Je fais partie de ces méchants qui veulent enlever le bon produit, qui sentent quand ça ne va pas, eh bien on en prend. On en prend quand ça ne va pas, quand on est en syndrome de manque. Mais même ce matin, ma voiture qui ne démarre pas bien, moi je suis pas bien. J'en prends quand même un petit peu, mais je suis mieux. Hein. Ma voiture ne démarre pas mieux, ça va pas mieux, mais je suis un peu avachi sur mon siège, et puis voilà, je suis bien, j'ai plus de soucis. Il faudrait peut-être mieux aller chez le garagiste ou les murs, enfin ça c'est déjà plus compliqué. Alors voilà, on a cette bonne idée que c'est un bon produit. Et je pense que c'est aussi notre travail, que c'est aussi ce que vous faites en le sachant, sans même encore en avoir pris vraiment conscience, mais vous le faites déjà de toute façon. Il faut sortir cette idée de la tête. Ça ne réglera pas les problèmes, ça n'arrangera pas votre solitude, ça ne retrouvera pas les relations perdues. La seule chose qui peut arranger quelque chose et vraiment remonter au niveau de morale que vous souhaitez, au niveau de bonheur que vous souhaitez arriver, c'est accepter l'invitation dans cet autre monde sans produit. On pourrait rester, diminuer les consommations, oui.
Ça concerne des cas très limités qui ont des dépendances vraiment débutantes. Et franchement, il vaut mieux dire que plus on arrête, mieux on se porte. Ça, je crois que le message est clair. Donc, essayer de sortir ces idées, c'est la meilleure façon d'arrêter les rechutes. Le problème, c'est que la société, puis l'être humain, tout simplement, moi, quand je me lève, certains matins, c'est du pied droit, d'autres matins, c'est du pied gauche. Hein. Et des fois, ça va moins bien que d'autres. Et puis, dans le courrier, des fois, il y a le catalogue de maisons et jardins, bon, ça c'est bien, mais des fois, il y a les factures. Il y a des choses qui changent dans la vie, les journées ne sont pas toutes les mêmes, et puis il y a des jours où on est bien convaincu, le plaisir, c'est pas d'aller consommer un coup, puis des jours on se dit, non, là, ça va trop mal, là, tant pis, hein, hop, je vais rechercher une bouteille. Et là, il faut qu'on ait, nous, on a un chapitre dans notre programme de soins qu'on appelle le suivi. C'est pas simplement de faire comme ça une petite cure de nettoyage et puis après tout est guéri, c'est fini. Non. Et c'est là que se trouve le rôle déjà des XAPA, bien sûr, qui sont la prolongation des soins en ville. Mais les XAPA, ils sont comme nous, c'est des théoriciens, c'est des gens qui savent tout. On ne peut même pas les contrarier, les contredire, tout ça. C'est pas des gens qui vous disent, moi je sais de quoi je parle parce que je suis passé à travers, puis les pièges, je les connais, la façon de m'en sortir, je m'en connais, et là, il n'y a que vous qui pouvez faire ça, il n'y a que vous qui êtes là, et qui avez vraiment je dois dire cette disponibilité, parce que sans vouloir, comment je veux dire, mettre trop en évidence Bernard, mais des fois je le vois dans ma salle d'attente, je dis tiens, qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Moi je sais bien, il est en train d'accompagner quelqu'un qui n'était pas sûr de vous revenir, qui ne savait plus trop où il en était, et puis bon, on discute 5 minutes, et puis ça permet de commencer quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Donc sur les causes des rechutes, voilà ce que je voulais dire, et puis la nécessité de suivi. Pour terminer, parce que je pense que ici il faut laisser un petit peu de temps au débat, j'avais proposé un petit chapitre justement qu'on a déjà commencé sur l'histoire du patient. L'histoire du patient, c'est une histoire, c'est un être humain, et donc vous en avez bien, vous le savez, quand je vois comme vous pouvez écouter, comme vous pouvez être disponible et tout ça. Il y a des petits moments, et Bernard parlait de présenter un petit peu mon activité, je pense que vous connaissez un petit peu les centres, tout ça, qui sont des réservoirs d'outils et de possibilités, de théories, de renseignements un petit peu plus scientifiques, plus exacts, dont les gens ont besoin. Ils ont besoin de faire pas tous, hein, mais beaucoup, ça leur sert quand même d'avoir un petit passage là, mais ce n'est qu'une toute petite étape de la démarche pour finalement faire accepter dans son entier, de façon entière cette invitation et de dire oui, la consommation maintenant ça n'a plus d'intérêt pour moi, et de le comprendre. Ce bon produit dont je parlais tout à l'heure n'est pas si bon, mais il faut se le mettre dans la tête. C'est pas le tout de le dire une fois, hein. Parce que sinon ce serait simple, nos consultations, si vous voulez. Bonjour monsieur, bonjour madame, voilà un produit dangereux qui vous fait du mal. Ah bah oui, je vais l'arrêter, au revoir, vous êtes guéri, quoi. Ah, ce serait bien. On n'en est pas là.